Bonjour à tous, merci de vous abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications. Professeur Didier Raoult, épidémiologiste, probablement le personnage le plus inattendu de cette crise du coronavirus qui, très vite, on l'a compris, a irrité les élites. Et encore, le mot est faible. 27 500 morts français plus tard du Covid-19, certains commencent à lui donner raison, mais du bout des lèvres. On va y revenir. Mais globalement, le professeur continue de dire des choses qui dérangent profondément, pour deux raisons principales à mon sens. D'abord, il fracasse un modèle économique et financier très juteux pour certains. Ensuite, il a un discours constant depuis le début qui consiste à nous dire « n'ayez pas peur ». Et c'est peut-être un point encore plus problématique pour certaines élites. On va y revenir et on va voir ce qu'il faut changer profondément d'urgence. C'est probablement sur la question des traitements que Raoult est le plus célèbre en France. C'est là-dessus aussi que le plus d'hystérie s'est déchaîné. Et depuis quelques jours, on voit un petit changement. Certains commencent à lui donner raison. Du bout des lèvres, bien sûr. On peut citer ainsi Karine Lacombe, la médecin, sur BFM TV le 13 mai dernier, il y a quelques jours à peine, qui a déclaré, alors qu'elle est elle-même, elle a beaucoup de liens d'intérêt avec des laboratoires, elle l'a reconnu, qu'elle est très anti-Raoult, elle l'a assumé, elle a dit, je cite, « La chloroquine, il y a des patients qui l'ont reçue, ils n'étaient pas très malades à l'hôpital, eh bien ils se sont améliorés. » C'est la première fois que Karine Lacombe reconnaît l'efficacité du protocole Raoult. De la même manière, aux États-Unis, un essai clinique vient d'être lancé sur 2000 patients pour traiter exactement la combinaison Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine. Et figurez-vous qu'il a été lancé par l'épidémiologiste Fauci, américain, qui pourtant était très pro-remdesivir, c'est-à-dire un médicament des laboratoires Gilead et très anti-Raoult. C'est donc une évolution tout à fait surprenante. De la même manière, une étude française a été publiée le 14 mai, tout récemment, et qui a montré sur la combinaison azithromycine-hydroxychloroquine ceci, je cite, « Aucun des 15 patients ayant reçu cette combinaison n'a été transféré en réanimation et aucun n'est mort. » Alors que sur le groupe standard, sur les 63 patients, 16 sont allés en réanimation et 3 sont morts. Donc on voit vraiment un début d'évolution. Sur la question de la dynamique de l'épidémie, Raoult aussi s'est fait remarquer, a tout simplement mis sur la table ses connaissances. Et là, c'est l'irrationalité qui prime et qui prévaut depuis le début sur cette question en France de manière incompréhensible. Je vous explique. Dès un bulletin d'infos qu'il met en ligne sur sa chaîne YouTube, le 14 avril dernier, Raoult explique que les épidémies pour infections respiratoires souvent suivent une courbe en cloche, c'est-à-dire que ça monte, c'est stable, puis ça descend, ça dessine comme une cloche, et que le 14 avril, on est déjà dans la phase de descente en France. Ensuite, il va s'appuyer sur une étude faite à Singapour qui va prouver la même chose pour l'épidémie de coronavirus, en tout cas dans les pays tempérés, c'est-à-dire cette forme de courbe en cloche, et on est déjà sur la descente. Alors, soit c'est vrai, soit c'est faux. Moi, je ne suis pas médecin, je suis encore en moins épidémiologiste, mais on a beaucoup de travaux, y compris empiriques, sur les épidémies, sur les infections, et depuis au moins un siècle, on a des travaux sérieux, donc on a beaucoup de données. Soit effectivement, il a raison, il n'y a pas de raison de croire qu'il dise des bêtises, vu son expertise, eh bien effectivement, ça suit traditionnellement une courbe en cloche, soit il a tort, et ceux de Singapour ont également tort, mais il faut le démontrer. En tout cas, on peut en discuter rationnellement, scientifiquement. Ce qui n'est pas possible en France, ça n'est jamais discuté. On est dans le registre de la croyance, de la foi. Soit on croit que c'est vrai, cette courbe en cloche, soit on n'y croit pas. Soit on croit qu'il y aura une seconde vague, soit on n'y croit pas. Tout ça est tout à fait surprenant parce que derrière, il y a des choix de politique publique très concrets. Et on continue de ce fait-là être dans un verrouillage extrêmement restrictif avec des conséquences lourdes. On a eu un confinement très long, puis un déconfinement très imparfait avec des conséquences économiques, sociales qu'on connaît très bien, mais aussi sanitaires. Certains continuent d'être mal soignés ou de mal se soigner, mais également psychologiques, morales pour certaines populations. Et même, ça affecte, on va dire, le moral des troupes. C'est-à-dire le moral global de la population n'est pas forcément au top quand on a ce genre de contexte dans un pays. La rationalité ne prévaut pas. Il dérange. Et on ne sait pas très bien pourquoi. En tout cas, ça permet de maintenir une politique publique de quasi-confinement, de contrôle des rassemblements, contrôle des déplacements de chacun en fonction notamment de son utilité économique.
De la même manière, pour imposer le confinement, on a tout misé au départ sur les travaux d'un Britannique, Neil Ferguson, épidémiologiste à l'Imperial College. Et on peut citer un article du Monde qui avait été publié le 15 mars, donc 2 jours avant le confinement, qui disait qu'en France, s'il n'y avait pas de confinement, il y aurait entre 300 000 et 500 000 morts. De la même manière, cette étude de Ferguson disait qu'en Suède, sans confinement, il y aurait 70 000 morts. Alors en France, on en est à 27 500 morts. On est très loin des 300 000 à 500 000, mais on va nous répondre, bah oui, c'est parce qu'on a fait le confinement. Bon, très bien. Donc on ne peut pas vérifier ce que disait Ferguson. Mais on peut le vérifier en Suède. Parce qu'en Suède, il n'y a jamais eu de confinement. Et la Suède, aujourd'hui, affiche à peu près 3 600 morts. Donc très très loin des 70 000 morts, même si ça va probablement encore un petit peu augmenter. À la fin, on sera très loin des 70 000 morts en Suède. Donc Ferguson s'est complètement planté. D'ailleurs, au passage, pour l'anecdote, le dit Ferguson, qui a donc poussé à fond vers le confinement, a lui-même dû démissionner début mai du conseil scientifique qui conseille le gouvernement britannique, puisqu'il a été pris la main dans le sac à ne pas respecter le confinement dans son pays, puisque 2 fois sa compagne est venue chez lui de manière illégale. Voilà, pour la petite parenthèse. Sur la gestion même du confinement, parce que peut-être qu'effectivement, du fait que de la pénurie de masques et de décisions politiques absurdes, on n'avait plus d'autre choix que le confinement. Très bien, au mois de mars. On a mis en place le confinement. Mais il fallait gérer le confinement. Et notamment, Raoult a toujours dit, il faut tester pour isoler. Et c'est vrai qu'une étude espagnole qui vient de sortir là, le 14 mai, faite sur 60 000 personnes, a montré qu'en situation de confinement, finalement, il y avait plus de contamination parmi les gens qui sont restés chez eux dans le cadre familial que les gens qui sont sortis pour aller travailler, qui ont été moins contaminés. Pourquoi ? Parce que souvent, effectivement, et ça Raoult avait prévenu, en période de confinement, on se contamine chez soi, si on reste à plusieurs, notamment dans la cellule familiale. Donc, il fallait tester massivement les gens pour ensuite les isoler pendant à peu près 14 jours, ce qui aurait évité ces contaminations intrafamiliales. Ça n'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas testé, très très peu en France. Et c'est lui ce qu'il a fait, puisque dès le mois de janvier, il l'a raconté, il s'est procuré beaucoup de tests, donc il a vraiment anticipé l'épidémie, et il a testé gratuitement à l'IHU de Marseille. C'était ces fameuses files d'attente qui ont été largement filmées devant son hôpital, son institut. Et ces mêmes files d'attente, je le rappelle, qui avaient, je la cite, horrifié la médecin Karine Lacombe quand elle les voyait. Il n'y avait pas de raison d'être horrifié. C'était ce qu'il fallait faire et ce qu'on aurait dû faire. Là aussi, il a professé des vérités qui dérangent. Je signale d'ailleurs qu'il fallait faire la même chose au sein des EHPAD, des maisons de retraite, ce qui aurait probablement évité beaucoup de drames humains. Alors pourquoi ? Il dérange clairement une oligarchie médicale qui est très proche, très en lien d'intérêt avec des grands laboratoires. Ça, il ne faut pas être devin, ça n'a rien de complotiste de dire ça, c'est une vérité économique évidente. Je rappelle que Mediapart avait mentionné que Raoult était le seul médecin qui n'affichait aucun lien d'intérêt avec aucun laboratoire au sein du conseil scientifique, puisqu'au début il était au conseil scientifique et qu'il l'a quitté le 25 mars. Tous les autres avaient des liens d'intérêt. Et ces grands laboratoires, eux cherchent toujours le nouveau médicament, la nouvelle molécule extrêmement chère. Ce qui fait qu'effectivement, Raoult très vite a été cloué au pilori, il s'en est pris plein la figure. Je rappelle qu'au début du confinement, Le Monde, pendant 2 jours, a classé ce qu'il disait en catégorie fake news. Et cette classification a été reprise par le site internet même du ministère de la Santé pendant également 24 ou 48 heures. Pourtant, 3 semaines plus tard, le président de la République Macron était lui-même obligé d'aller, sous la pression populaire en quelque sorte, d'aller visiter Raoult à Marseille. On s'en souvient, ça a été très médiatisé, même s'il n'en a rien fait au final. Il a endormi les Français puisqu'il n'a pas changé sa politique sanitaire, ni sur les traitements, ni sur les tests de dépistage et l'isolement, ce qu'a toujours préconisé Raoult. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra d'abord beaucoup lui donner la parole, ainsi qu'à d'autres médecins qui ont eu exactement les mêmes analyses et mêmes comportements en France et même dans d'autres pays, parce qu'ils ont probablement beaucoup de choses à dire et nous ne sommes probablement pas au bout de nos surprises. On va sûrement en apprendre de belles ou de tristes sur ce qui s'est passé et sur les intérêts et les conflits d'intérêts réels dans toute cette affaire. Il faudra donc faire la chasse à ces conflits d'intérêts et mettre hors d'état de nuire une oligarchie qui se traduit en partie par une oligarchie médicale qu'on n'avait peut-être pas bien vue pour ceux qui ne connaissent pas bien ce sujet-là, mais qui est fondamentale. Il faut la mettre hors d'état de nuire. Et c'est là que j'en arrive aux 2 enseignements, aux 2 raisons majeures de ce qui explique pourquoi Raoult dérange les élites, l'oligarchie au pouvoir. D'abord, il fracasse un modèle économique et financier.
Évidemment celui de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'il l'a toujours dit, il ne s'en cache pas. Lui, sa spécialité, c'est ce qu'il appelle le repositionnement des molécules déjà connues. C'est-à-dire le repositionnement, la réutilisation des médicaments anciens. Il part du principe qu'on a à peu près un siècle et même plus de recherche sérieuse sur les molécules, les médicaments, qu'on en connaît donc toute une panoplie, qu'on peut largement, très souvent, au lieu d'en chercher de nouvelles très chères, les réutiliser même pour de nouvelles maladies, ou pour traiter des maladies qu'on ne sait pas encore traiter. Donc il a lui-même dit cette expression « je scie une branche ». Alors c'est pas la branche sur laquelle lui est assise, c'est la branche sur laquelle l'industrie pharmaceutique est assise. Pourquoi? Parce que c'est une industrie privée. Ce sont des très grands groupes, certains affichent plus de 100 milliards d'euros ou 100 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires, qui doivent rémunérer des actionnaires, qui doivent augmenter en permanence leur taux de marge, leur taux de profit. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux, c'est une catastrophe pour leur modèle économique et financier. Et donc, il faut absolument que ce modèle de repositionnement des anciens médicaments, de faire du neuf avec du vieux, soit décrédibilisé, soit mis de côté, soit ridiculisé, ce qu'on a tenté de faire le concernant, en le traitant quand même, je le rappelle, de farfelu. Je rappelle qu'il a eu droit à un portrait au vitriol sur BFM TV. Je rappelle ce que disait Alain Duhamel fin mars de lui, je le cite. Alain Duhamel disait il était un peu déséquilibré psychiquement. Donc vous voyez, tout a été utilisé contre lui. Et c'est vrai que même ce slogan, cette idée de faire du neuf avec du vieux, c'est gênant pour l'industrie pharmaceutique, pour beaucoup d'autres d'ailleurs secteurs économiques et financiers. Et lui-même, Raoult, explique récemment dans une interview que tout est lié, parce que des grands journaux scientifiques ont toujours refusé de publier ces travaux sur les repositionnements de médicaments, parce que ces journaux scientifiques, pourtant prestigieux, sont eux-mêmes liés à l'industrie pharmaceutique. Donc on est vraiment là dans un modèle financier dont certains croquent à pleines dents les bénéfices ou les intérêts, dans le milieu médical notamment, dans le milieu de la recherche, parfois dans le milieu politique, ça s'appelle la corruption. Et donc là, on est vraiment au bout d'un modèle. Alors qu'est-ce que ça doit nous amener à penser? Il faut se dire que c'est très malsain. C'est extraordinairement malsain. Et ça n'est pas normal que le secteur de la santé soit laissé au taux de profit, au taux de marge. Et il faut donc faire de cette industrie pharmaceutique, l'intégrer dans une filière publique, en faire un service public. Parce que la santé, je ne connais pas plus service public que cela. Vous savez, les mêmes logiques financières et comptables se sont appliquées à l'hôpital public, avec la catastrophe qu'on connaît. Donc il faut sortir des griffes, on va dire, de l'oligarchie financière mondiale, ce secteur de la santé, le plus possible, et le mettre dans une filière publique. Ce seront des choix politiques extrêmement courageux, qui ne pourront pas être menés par l'oligarchie en place, vous l'avez bien comprise, puisqu'elle est prise dans les liens d'intérêt, voire dans les conflits d'intérêts, bref, qu'elle croque dans ce système. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut une recherche intégralement publique. Non, il est toujours bon qu'il y ait une recherche privée, ça a toujours été comme ça dans l'histoire, c'est très sain. Il faut même une concurrence des recherches, en tout cas une coordination. Il ne faut pas tout bureaucratiser, loin de là, mais il faut une vraie filière publique et un esprit de service public. La deuxième raison pour laquelle il dérange fondamentalement, c'est qu'il nous dit « n'ayez pas peur ». Et il nous le dit depuis le début, clairement. Or, un peuple qui n'a pas peur, c'est un peuple qui devient invincible et imperméable à toute politique de contrôle social, politique et idéologique. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, eh bien rejoignez les Patriotes. Je vous attends. C'est la formation politique que je préside. Elle n'a pas de soutien public d'État, pas un centime, ni de soutien bancaire. On a besoin de vous. On ne vit que des adhérents ou des donateurs. Vous pouvez aussi donner. Le lien pour adhérer ou pour donner se trouve dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Vous voyez qu'on a un grand combat courageux à mener avec plein d'autres. Mais en tout cas, les patriotes existent, ils sont là et ils seront efficaces, utiles et courageux au combat. N'ayez jamais peur. Je pense que c'est la meilleure chose à retenir de tous ces enseignements. Battez-vous. Vive la France. À bientôt.